Salut les terriens. Bon, nous avons un tour d'inspection à faire ensemble, et votre mission, si vous l'acceptez, sera de suivre les travaux en cours sur les différents sites de la Starbase de Boca Chica, où SpaceX travaille d'arrache-pied pour accoucher d'un monstre d'acier, capable d'envoyer à terme des hommes et du matériel sur la Lune et sur Mars. Attention, ce message s'autodétruira dans quelques... excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris, ça doit être le week-end. Bref, ce sera l'occasion pour nous de revenir à la fois sur les réagencements des différents sites, mais aussi sur la dernière conférence de Musk qui évoque la possibilité de faire un 3e vol couronné de succès. Allez, c'est parti. J'allais dire un peu de news légère pour commencer ce tour d'inspection en douceur, mais avec Optimus, le robot humanoïde de Tesla, je ne sais pas si l'expression en douceur est bien appropriée. Alors certes, des progrès considérables sont ici visibles, puisqu'Optimus est désormais capable de plier un t-shirt avec une certaine délicatesse. Et tout comme le Cybertruck aperçu à la Starbase dernièrement, je ne serais pas étonné de le voir débarquer lui aussi au Texas. Alors bien évidemment, on lui donnerait des tâches simples, comme par exemple contrôler l'accès au site de lancement au niveau de la porte D1. Assis sagement sur un tabouret, il pourrait donner des badges aux visiteurs et faire un café aux invités de marque de l'entreprise. Non vraiment, je vois pas pourquoi on devrait s'inquiéter de voir débarquer des robots un peu partout, hein. Y a pas de raison de s'inquiéter, pas vrai ? Bon, je ne voulais pas faire peur aux plus sensibles d'entre vous, notamment sur ce sujet délicat qu'est l'explosion des technologies de la robotique couplée à celle de l'intelligence artificielle. Mais quand on voit les progrès réalisés ces derniers temps, la question d'un moratoire sur un plan mondial deviendrait presque urgent, car au-delà de nos inventeurs, ingénieurs et savants fous en tout genre, la menace pourrait sembler réelle. Bref, notre message est clair, monsieur Musk, nous vous prierons de vous concentrer sur le programme Starship. Et bien évidemment, je dis ça de façon complètement désintéressée, hein. Mais comme dit le vieil adage, on ne va pas crier avant d'avoir mal, alors restons concentrés sur ce qui nous occupe ici, à savoir les travaux en cours sur le site de lancement. Notons qu'au Texas, ces derniers jours ont été éprouvants pour les équipes de SpaceX, qui ont subi une météo très changeante, passant d'un extrême à l'autre, avec notamment des températures très basses, conjuguées à des vents très forts, qui ont causé quelques tracas, que ce soit en termes de l'entretien du matériel sur les chantiers, et plus largement sur les conditions de travail des employés du site, mais on viendra dessus en cours de vidéo. Bien évidemment, cela n'a pas empêché la poursuite des différents chantiers, avec des réparations, certes bien moins importantes que celles qui ont suivi la première tentative, qui sont toujours en cours sur le pas de tir à Boca Chica. C'est pour le moment essentiellement des coups de peinture et de la maintenance sur la table orbitale. Vous aurez remarqué également les 2 trous béants au sein de la ferme à ergol, avec les retraits de déjà 2 réservoirs verticaux. Notez qu'une pompe, probablement à eau, a été installée près de l'ancien réservoir retiré depuis. On ne sait pas encore exactement ce que l'entreprise prévoit ici, dans cette place laissée vacante, mais une chose est certaine, c'est que le paysage du site de lancement va véritablement changer. D'ailleurs, si on prend un peu de recul, grâce à John Cargyle de la chaîne What About It, depuis les airs, on constate aussi que le parc à réservoirs horizontaux s'étoffe de plus en plus. En effet, la livraison récente d'un 7e réservoir horizontal au sein de l'extension de la ferme à ergol a largement été suivie par les observateurs sur place, avec entre autres Vixie, l'agent de terrain de l'Appadre, qui a filmé son arrivée sur la Highway 4 grâce à différentes caméras éparpillées à différents endroits. D'après les supports déjà en place et vides, il resterait donc encore 2 réservoirs du même type à faire livrer et à installer. La grue de SpaceX, que les employés du site appellent affectueusement Marvin, après avoir fait consciencieusement son travail, après avoir soulevé et déposé les 2 réservoirs verticaux de la ferme à ergol, a depuis été abaissée. Si le retrait progressif des GSE semble à l'arrêt, il s'agit plutôt pour les équipes de prodiguer quelques maintenances sur cette dernière avant qu'elle ne reprenne du service. Après avoir livré le réservoir, nous avons pu observer ici la longueur de cette plateforme remorquée par ce camion de livraison. Ce convoi à vide donne une bonne idée de sa taille, et en voyant ce dernier faire sa manœuvre, on se dit que l'entreprise a bien fait d'élargir l'accès à cette partie du site de lancement en démantelant l'ancien entrepôt qui longeait la route. D'ailleurs, à propos de la route, cette fameuse Highway 4, sachez qu'elle souffre de plus en plus des nombreux réservoirs, lourds engins, prototypes ou livraisons d'acier en tout genre qui lui passent régulièrement dessus, pesant de tout leur poids sur son asphalte, dégradant chaque jour un peu plus cette voie d'accès pourtant essentielle aux différents sites de SpaceX. C'est pourquoi ce chantier qui peut paraître anodin risque de se répéter souvent, avec des ouvriers sur le pont prêts à réparer certaines zones abîmées de cette Highway 4. Enfin, et pour clôturer ce tour du site de lancement, revenons un peu sur cette vidéo divulguée sur X pendant la dernière conférence d'Elon Musk concernant les objectifs de SpaceX en 2024.
Ce dernier rappelle qu'il y a tellement de différences entre les deux étages de la première tentative, le S24 et le B7, et ceux de la seconde, le S25 et le B9, qu'il pourrait passer des heures à les énumérer, mais celle qu'il tenait à nous présenter ici, c'est bien sûr le passage des unités hydrauliques aux unités électriques pour les 13 moteurs centraux orientables. Une amélioration qui, selon lui, réduit considérablement la masse et la complexité de cette partie de la fusée. Il précise également que de nombreuses améliorations seront aussi apportées sur les boucliers moteurs, ainsi que sur les Raptors eux-mêmes. En tout et pour tout, ce serait presque plus d'1 millier d'améliorations qui auraient été apportées entre le premier et le deuxième tir. Nous l'avons évoqué également mercredi dernier, le S25 a explosé suite à un dégazage d'oxygène. Écoutons le PDG de SpaceX à ce sujet. Si le S25 avait eu à son bord une charge utile, il aurait atteint l'orbite. S'il ne l'a pas atteint, c'est justement parce que nous avons dû dégazer l'oxygène, ce qui au passage a provoqué l'explosion. Nous n'aurions pas eu besoin de dégazer avec une charge utile, c'est l'ironie du sort. En gros, Elon Musk nous explique qu'il y avait trop d'oxygène liquide dans le réservoir et qu'il a fallu réajuster le tir, sans mauvais jeu de mots, et dégazer. Pourquoi alors mettre plus d'ergols que nécessaire? Pourquoi ne pas en mettre un peu moins et le tour serait joué? Eh bien ici ce serait oublier que le Starship à terme est destiné à emporter avec lui de la charge utile, et donc le plan du second vol consistait à lancer la fusée avec un plein d'ergols équivalent à un second étage, ayant à son bord de la charge utile. Ce dernier sera donc plus lourd et aura besoin d'une quantité d'ergols équivalente à celle dont était pourvu le S25. Si l'entreprise avait changé ce paramètre, le plan de vol entier aurait été impacté. La bonne nouvelle, c'est que le S28, lui, emportera à son bord une charge utile. Il devrait donc atteindre l'orbite, fort des données du second vol et des améliorations apportées par SpaceX, afin de faire en sorte que le sacrifice de son aîné, le S25, n'ait pas été vain. Jessica Jensen, qui représente SpaceX lors d'une conférence, a annoncé que son entreprise travaillait avec la NASA sur un Starship dans sa version HLS qui viserait un alunissage pour 2025, précisant qu'il faudrait 10 voyages pour le transfert de carburant en orbite terrestre d'un vaisseau à l'autre pour que ce dernier soit en mesure d'atteindre l'orbite lunaire. Une manœuvre qui, pour rappel, n'a pour l'instant jamais été testée et que la représentante de l'entreprise affirme être essayée courant 2024 et début 2025. Autant vous dire qu'on a hâte de voir le prochain couple à l'action le mois prochain, on croise les doigts, avec un S28 qui devrait pour le coup atteindre réellement l'orbite et effectuer lui-même une première tentative de transfert d'ergols entre son header tank et ses principaux réservoirs. Allez, laissons maintenant un peu ces annonces et concentrons-nous à présent sur du concret avec un tour d'horizon des différents prototypes. Commençons avec le S26 qui n'a pas bougé depuis, mais qui a vu une étrange agitation autour de lui ces dernières semaines. Comme vous le savez déjà, si vous nous suivez régulièrement, l'engin a été bardé de raidisseurs. Il a d'abord été attaché à la grue le temps des travaux au sein du Rocket Garden, puis détaché. Le destin de ce S26 reste un mystère complet, et qu'il soit destiné à servir de version bêta pour le HLS, d'article test martyr pour le site de Massey, ou pourquoi pas même carrément propulsé en orbite pour un aller simple dans l'espace, tous les scénarios semblent maintenant probables avec SpaceX. Pour le reste des prototypes, force est de constater que l'entreprise compte bien faire en sorte que le maximum d'engins soit prêt pour les prochains vols, à l'image du S32 et du S31, toujours dans le hangar, avec des ouvriers autour qui s'activent pour les derniers préparatifs. Ils seront bientôt rejoints par le S30, dont on parlait mercredi dernier, qui a bouclé ses tests avec succès sur le site de Massey. Sauf que voilà, ce n'est pas nouveau, l'espace intérieur aussi bien que l'entrée du high bay étant trop étroite et ne permettant pas de faire passer 2 Starships en même temps, cela crée d'inévitables manœuvres de déplacement. Un balai de prototypes se faisant des amabilités. Après vous, non je vous en prie, après vous. Enfin bref, le S31 a finalement bougé pour laisser le S30 rentrer et s'installer sur le bon stand pour recevoir ses 3 moteurs atmosphériques et ses 3 autres vacuums optimisés pour l'espace. Mais peu de temps après, le S30 a été soulevé pour être bougé à nouveau, afin de laisser passer le S32 qui lui-même s'est rendu au Rocket Garden. Après quoi, le S30 a pu enfin rentrer se mettre au chaud. Ah, vivement que la Starbase se réorganise et que le deuxième mégabay devienne opérationnel à 100%, parce que sinon ça va être compliqué de faire un point précis sur les prototypes. Bon, il est vrai qu'à côté, au sens propre comme au figuré, le S29 ressemble à un pacha qui se prélasse dans une immense villa. Je veux bien sûr parler du second mégabay qui fait office de palace si on le compare au high bay saturé de prototypes et qui crée de véritables embouteillages. Le S29 qui a d'ailleurs été soulevé à nouveau avec le même dispositif utilisant cette paire de crochets reliés au chariot du pont roulant. Rendons-nous à présent sur le site de production avec un étrange balai que celui de cette section hot staging que vous apercevez ici dans le fond sortir du premier mégabay pour être rangé un peu plus loin au sein du ring yard, ce dernier étant de plus en plus chaotique et se confondant presque avec le chantier adjacent de l'extension de la Star Factory.
Pour rappel, cette section de séparation à chaud est bien celle qui a été testée sur le site de Massey, puis rapatriée sur le site de production pour être finalement séparée de son article test. Ça ne m'étonnerait pas de la voir réapparaître sur la tête d'un futur booster un de ces quatre, moi. Affaire à suivre. Du côté de la Star Factory, justement, à peine construite, la grande usine est déjà au travail et se met à produire des prototypes. D'ailleurs, les caméras indiscrètes de NASA Spaceflight arrivent encore à capturer 2 ou 3 images. Ici, des coiffes de vaisseaux ou des sections flambant neuves, des petits bouts de premier ou de deuxième étage éparpillés ici ou là. Il est vrai qu'avec la destruction de la dernière tente du site de production, la gigantesque Star Factory doit faire tourner à plein régime ses ateliers pour prendre le relais. C'était l'occasion aussi d'apercevoir un petit nouveau qui aurait sans doute voulu passer inaperçu, mais que voulez-vous, avec tous ces voyeurs paparazzi, c'est compliqué, d'autant que ce dernier se trouve être en fait un petit réservoir d'oxygène appelé Header Tank en anglais, qui pour rappel est placé sous la coiffe du vaisseau. Un Header Tank de nouvelle génération puisqu'il serait affecté à la V2 du Starship, avec un design beaucoup plus sophistiqué et sans doute flanqué d'améliorations directement tirées des données récoltées de la dernière tentative de vol. Donc, affaire à suivre car nous ne connaissons pas encore le numéro de série qui permettrait de ne plus laisser de doute à ce sujet, mais dès qu'on a d'autres infos, on vous tiendra informé. Je parlais en introduction des conditions météo extrêmes qui ont peut-être causé cette perforation de la façade du second mégabé, alors pas depuis l'extérieur, mais bien depuis l'intérieur du bâtiment. Il semblerait que cela soit dû aux vents très violents qui ont balayé le littoral. Pour rappel, le second mégabé, tout comme son aîné, est encore ouvert, et notez qu'une porte sera bientôt installée sur ces 2 gigantesques hangars pour éviter ce genre de désagrément. À moins bien sûr que ce ne soit une erreur humaine à l'origine du sinistre, mais pour ça, comme toujours, affaire à suivre. Et pour terminer ce tour d'inspection des différents sites de la Starbase, allons faire un tour du côté du site de Massey. Les 2 petits réservoirs verticaux en provenance directe du Kennedy Space Center, arrivés par barge et accompagnés d'un segment de la future deuxième tour de Boca Chica, ont bien été livrés et depuis peu installés sur le site afin de compléter les infrastructures toujours en cours de construction qui permettront de mener à bien des tests cryogéniques sur place. Notons qu'actuellement, un énorme chantier de réorganisation est là aussi en cours, à l'image de tous les autres sites de la Starbase, que ce soit des travaux de viabilisation du sol, qui pour rappel est imbibé d'eau en raison de sa très grande proximité avec le Rio Grande, ou même au niveau du parc à cryogénique qui est loin d'être terminé. Ici, le terrain a été creusé afin de recevoir plusieurs réservoirs à l'avenir, notamment qui sait pour y installer ceux dédiés au méthane dans l'optique de se livrer à des tirs statiques. Alors certes, je sais que le terrain ne s'y prête pas, pourtant SpaceX semble bien effectuer le même type de travaux qu'il avait déjà entrepris sur le Stage 0 juste après la première tentative. En effet, en y regardant de plus près, l'entreprise semble vouloir créer une zone parfaitement étanche qui permettrait, entre autres, d'installer un déflecteur de flammes. Le doute subsiste donc, mais au fur et à mesure de l'avancée des travaux, nous finirons bien par obtenir certaines réponses. Et oui, car ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, pour être inspecteur des travaux, il faut une compétence essentielle, la patience. Merci encore les terriens de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce tour de la Starbase qui nous permet 2 fois par semaine de faire le point ensemble sur le programme Starship de SpaceX. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne dont vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo qui à terme lui sera entièrement consacrée, même si pour l'instant toutes les vidéos restent concentrées sur la chaîne principale du Journal de l'Espace. Si vous souhaitez soutenir notre travail, merci de partager la vidéo, de la commenter, d'activer la cloche de notification et n'oubliez pas le pouce en l'air de YouTube. Je vous souhaite un très bon week-end et quant à nous on se retrouve dès lundi prochain pour de la pure culture spatiale. À très bientôt les terriens.